Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 5 septembre 2024. Et comme promis, eh bien, il est l'heure de retrouver Eric Lewin. Bonjour Eric. Bonjour. Merci beaucoup Eric d'être avec nous ce matin. Vous êtes président de L Finance, avec nous très régulièrement pour commenter l'actualité. Vous êtes le spécialiste français des small et mid cap. Eric, avant de rentrer dans l'univers small et mid cap, on va faire un peu de macro. Hier a été publié le rapport Jolts sur l'emploi aux États-Unis. Demain sera publié le rapport NFP, très attendu. Est-ce que en parallèle de ça, l'ISM manufacturier est sorti en baisse, l'économie américaine va mal. Est-ce que, selon vous, l'histoire est déjà écrite, la Fed va baisser ses taux, c'est sûr et acquis? Bon, d'abord, l'économie américaine ne va pas si mal que ça quand même, Louis-Antoine. Il ne faut pas non plus sombrer dans le pessimisme le plus exacerbé. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un ralentissement peut-être un peu plus prononcé que prévu, mais en aucun cas, quand on voit sur 2024 et 2025, il y a des signes de récession. Exactement. Les dépenses de consommation sont toujours en hausse aux États-Unis. Oui, et puis les dépenses de consommation, c'est 2 tiers du PIB, donc faut arrêter. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un ralentissement économique, et certains se disent, est-ce que la Fed n'est pas derrière, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas une erreur de trajectoire de politique monétaire? Est-ce que la Fed n'aurait pas dû déjà baisser ses taux d'intérêt? Et c'est la grande problématique, c'est le grand paradigme actuellement, c'est que au gré des chiffres économiques, on les a vus début août, quand les marchés ont fortement dévissé, avec notamment cette panique à la bourse de Tokyo. On l'a vu, c'est-à-dire qu'on se demande si la Fed n'est pas derrière et qu'elle n'aurait pas dû déjà baisser ses taux. Et donc c'est pour ça que certains se disent que la prochaine réunion de la Fed, qui aura lieu dans une dizaine de jours, sera peut-être marquée par une baisse de 50 points de base. Et non pas de 25 points de base. Donc c'est tout, c'est tout ce qui se passe en ce moment sur les marchés. On est complètement guidé par cette actualité des banques centrales, notamment de celle de la Fed. On a vu les statistiques, vous en parlez cette semaine, l'ISM, les dépenses de construction, le chiffre Jolts hier un peu moins bon que prévu. Ça fait un petit peu paniquer les marchés. On a vu le VIX qui était sur des niveaux de 15-16. Le VIX, c'est l'indice de la volatilité qui est remonté vers 19-20. Donc on a un climat, j'ai pas envie de dire de panique, mais beaucoup d'interrogations. Alors que certains se disent que la hausse du mois d'août ne reposait sur rien. Vous vous rappelez que début août, panique, chute de la bourse de Tokyo. Mais c'est parce que c'est la banque centrale japonaise qui dit... alors on baisse à 7050 sur le CAC, donc tout le monde se dit c'est la fin, et puis on remonte à 7600 points. C'est un peu technique, c'était juste un ajustement de portefeuille. D'accord, mais on remonte à 7600 points sans véritable raison, et donc là il y a peut-être un ajustement qui fait que les marchés sont peut-être un peu trop exubérants et qu'on pourrait peut-être décrocher vers les 7200 points. C'est un peu mon scénario. Ok, un peu trop épidermique, c'était ma deuxième question. Est-ce qu'il y a des inquiétudes à avoir pour les indices mondiaux? Vous me dites qu'en gros, globalement non. Peut-être un peu trop d'épidermisme, une réaction peut-être un peu trop excessive. Le problème, ce qu'il faut quand même préciser, Louis-Antoine, c'est important, c'est que Paris est très en retard par rapport aux autres bourses à cause des problèmes politiques. Le CAC, depuis le début de l'année, est à 0, allez, on va dire 0. 0 plus 0 moins, alors que les autres indices, plus 10, plus 11, l'IBEX, le MIB, l'indice londonien, l'indice allemand qui est au plus haut historique. Donc, il y a ce genre de choses, et Paris est en retard. Maintenant, il y a encore malheureusement de la marge de baisse, parce que moi j'ai le sentiment qu'on pourrait avoir des déceptions, sans doute sur l'emploi aux États-Unis, et que ça ne m'étonnerait pas qu'on perde en moyenne encore 5% sur les indices européens et américains, avec peut-être un VIX qui pourrait passer au-dessus des 25. Enfin, ça, on est sur le niveau technique, donc pas d'inquiétude énorme, sauf que incertitude sur l'état de santé de l'économie américaine. Est-ce que le ralentissement est plus profond qu'on ne le pensait? Et donc, ça va agiter le Landerneau pendant les prochaines semaines. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, effectivement, la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed, c'est le 18 septembre prochain. 50 points de base ou 75 points de base de baisse. Ça, j'y crois pas du tout. Ça commence à être modélisé par FedWatch. C'est 45-55, 45-75 points de base. Ouais, c'est ça. Vous êtes sur 50 points de base, c'est ce qu'on... Non, mais la problématique sur les marchés, je vous dis, moi, ça fait 40 ans que je suis sur les marchés financiers. Un chiffre ne fait pas une tendance. Donc il faut arrêter un peu de se masturber intellectuellement sur le fait que dès qu'il y a un chiffre américain qui sort un peu moins bon que prévu, ça y est, c'est 75 points de base, pourquoi pas 100? C'est du marketing. Non, mais d'accord, mais ça repose sur rien. Enfin, on n'a pas une économie américaine en récession pour l'instant. Faut arrêter ce délire le plus exacerbé. Ok, on a quand même un taux de chômage à 4,3%, il n'est pas à 8%. Ouais. Donc attendons de voir. Mais bien sûr, attendons de voir. Non, mais je dis pas que l'économie américaine va super bien. Je dis qu'il faut arrêter 75 points de base, 100 points de base, pourquoi pas demain 125 points de base. On verra, moi je pense qu'on aura 50 points de base, c'est mon scénario. On verra bien. Et ne nous perdons pas, vous et moi, dans des conjectures, parce qu'on pourrait parler des heures, et ça ne sert à rien. Et ça sert effectivement à rien. Toujours est-il qu'en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la Fed va faire son pivot en septembre, c'est acquis. Donc, par la force des choses, cette baisse de taux va favoriser les valeurs à forte intensité capitalistique. On pense notamment au secteur de la tech qui pourrait profiter de ces baisses de taux. Ceci étant, on est en train de se rendre compte que le tech, via l'intelligence artificielle, est dans l'œil du cyclone, malgré ces perspectives de baisse de taux. Enfin, attendez... Est-ce que la bulle éclate sur l'IA ou non, c'est juste un truc passager? Non, c'est un retour. Voilà, c'est un retour à la réalité. J'ai plus le chiffre en tête parce que j'ai pas regardé les progressions, mais franchement,
Regardons Nvidia, de où vient le titre. Est-ce que c'est si dramatique si le titre perd 20, 30, 40%? Ce qui s'est passé la semaine dernière, juste un mot quand même. Je voudrais revenir dessus sur les résultats d'Nvidia. Ils sont franchement très bons, les perspectives sont très bonnes, mais comme c'est pas stratosphérique, comme c'est pas stratosphérique, c'est des perspectives sur le troisième ben trimestre. Oui, mais comme elles sont pas stratosphériques, les investisseurs ont vendu, c'est tout. C'est-à-dire que maintenant, quand vous vous appelez Nvidia, vous devez publier des résultats stratosphériques. S'ils sont excellents, ça passe pas parce que la valorisation est extrêmement élevée. Donc, faut savoir raison garder. On peut revenir en dessous des $100 sur Nvidia. Je crois qu'on ce sera pas dramatique. Il y a quand même. Pas dramatique. Ce que disent les analystes financiers, c'est que les niveaux d'investissement ont été tels qu'aujourd'hui, on attend quand même des résultats sur la croissance de l'activité très importants. Mais oui, mais enfin, la croissance ralentit. C'est-à-dire, grosso modo, la hausse de la croissance est moins importante. C'est-à-dire que quand vous faites plus 100 un trimestre, après plus 70, vous êtes en hausse de 70, mais vous avez un ralentissement conjoncturel par rapport au séquentiel. Non, ce que je veux dire sur Nvidia, c'est que moi, je ne crois pas que la bulle éclate. Je crois qu'on aura besoin de l'intelligence artificielle. Après, à quoi va servir cette intelligence artificielle? Est-ce qu'on en a autant besoin dans nos économies? Ça, c'est un vrai débat de société. Hein. Est-ce que c'est une révolution technologique? Est-ce que c'est une vraie révolution? C'est une vraie... vous le pensez? Non, je pense que c'est une vraie révolution technologique, mais quand j'entends qu'on aura... quand j'entends qu'il va y avoir la disparition de nombreux métiers, que c'est la fin du travail. Moi, je me rappelle que dans les années 2000, avec l'avènement de la bulle Internet, vous étiez encore en culotte courte. C'est une révolution. C'est une révolution technologique, mais Internet. En 2000, on nous disait, ah là là, la révolution Internet va tout basculer, va tout bouleverser, mais il y a eu création de nombreux emplois dans le e-commerce, dans les bases de données, dans les éditeurs de logiciels, dans les algorithmes. Il y a eu plein de choses. Donc, en fait, la destruction d'emplois est supplantée par la création d'emplois. C'est de l'innovation créatrice. Donc, je crois qu'il faut arrêter avec cette intelligence artificielle en disant que le monde va être détruit et qu'on va perdre... Bien sûr, il y a des emplois qui vont disparaître. Certains emplois qui étaient complètement chiants, les documentalistes, les gens qui faisaient des rapports, bien sûr que ça va disparaître. Mais il y en a d'autres qui vont être créés. Oui, bien sûr. Donc, arrêtons. C'est une révolution maintenant en termes de valo. Est-ce que c'est si grave qu'on perde 15-20% sur Nvidia? Moi, je crois pas. Je crois pas. Je pense que de toute façon, il faut peut-être un peu rester encore à l'écart du titre. Il faut peut-être rester à l'écart des marchés. On sait que septembre, traditionnellement, c'est un mois de baisse. Donc voilà, quoi. Mais bon, faut pas sombrer non plus. Pas de panique. Il y a un vent de panique. Non, après, sur Nvidia, ce qu'il faut se dire, c'est que ça va finir par être concurrencé. Intel, ASML, vous avez plein de boîtes dans le monde qui essayent de travailler sur des puces liées à l'intelligence artificielle. Donc, il y aura un moment où la boîte va être concurrencée, quoi. Et puis il y a la Chine qui va réussir à se mettre à niveau aussi. De même que Amazon dans le e-commerce, ils sont arrivés, ils ont tout disrupté, mais il y a pas mal de boîtes aussi qui se sont mis dans les... très nombreux. Non, mais vous avez du Alibaba, des gens comme ça qui sont mis... du côté chinois. Voilà, du côté chinois. Donc forcément, il y aura des concurrents, mais bon... est-ce qu'il faut rentrer à $100 sur Nvidia ou à $90? Attendons un peu, quoi. Attendons un peu. De toute façon, les perspectives sont intelligentes. Non, mais c'est stratosphérique. De toute façon, si on a loupé la hausse, il n'y a pas de raison de revenir maintenant. Donc juste petit passage, un coup de mou passager pour l'intelligence artificielle. Un des corollaires de cette anticipation de baisse de taux de la Réserve fédérale américaine, on l'a remarqué, c'est la rotation sectorielle qu'il y a eu aux États-Unis, notamment vers les small caps. L'indice Russell 2000 a réalisé des performances que personne n'avait vraiment anticipées. Ceci étant, quand on le compare à la France, on voit que le paradigme est totalement différent. Si je me base sur la dernière année, le Russell 2000, c'est plus 6%. En France, le CAC Small, c'est moins 6%. Ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, je vous suis régulièrement sur Twitter, sur X. Ok. Et j'ai remarqué... Sympa. Non, c'est vrai. Et j'ai remarqué que votre stratégie d'investissement a changé, en fait, en réalité, Eric. Avant, vous étiez très clairement sur du stock picking fondamental. Vous analysiez les dossiers sous l'angle des descentes de comptes de résultats et d'analyse bilancielle, de cash flow. Là, aujourd'hui, vous travaillez les dossiers sous l'angle de la sortie. OPA, croissance externe, sortie de cote. Est-ce que ça témoigne de ce qu'est le marché des small caps aujourd'hui en France? C'est-à-dire, finalement, il faut en sortir. Bon, d'abord, un mot, Russell, comparaison Russell CAC Small. Excusez-moi de vous dire, c'est pas pertinent. Non pas que vous fassiez une erreur, je vous en prie. Je me permets pas de vous dire ça. Je suis pas comme ça. Mais en fait, dans le CAC Small, quand vous êtes en dessous de 200 millions d'euros, vous êtes une small. Aux États-Unis, quand vous êtes en dessous de 2 milliards, vous êtes une small. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pas la même terminologie. Bon, je veux pas comparer. Maintenant, non. Ce que je dis, c'est qu'il y a plus de volume. En réalité, ce qui s'est passé, chaque fois qu'il y a une chute des marchés ou une problématique, vous avez des gérants qui vous disent: bonjour, c'est Louis-Antoine à l'appareil. Écoute, Eric, je peux pas venir te voir, j'ai rendez-vous avec une caisse d'assurance qui veut m'enlever 100 millions d'euros. D'accord. Il y a, grosso modo, il devait y avoir 21 milliards dans les fonds small caps il y a 6-7 ans, il n'y a plus que 14 milliards. Donc ça veut dire que même les très belles valeurs, souvent, baissent sans aucune raison. Je vous donne un exemple. Il y a une société qui s'appelle Vogo,
qui est spécialisée dans la vidéo à la demande, la VAR, qui est une petite boîte à Montpellier, etc. Le titre ne cesse de baisser. Donc j'ai appelé le patron, je lui ai dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe sur ton titre? Et en fait, il n'y a pas de mauvaise nouvelle. Il n'y a aucune mauvaise nouvelle, mais il y a des fonds qui vendent. Et donc la problématique qu'on a, c'est qu'on a une logique de flux, mais de flux sortant. C'est-à-dire que même si vous publiez des bons résultats, s'il n'y a pas de flux en face, c'est le cauchemar. Et pourquoi je joue les OPA? C'est parce que moi, ma grande cohérence par rapport à ça, c'est de me dire qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui veulent sortir de la cote. La semaine dernière, il y a une quinzaine de jours, il y a Eurobio qui a décidé de sortir de la cote. En s'associant. C'est quoi? C'est inintéressant. Pourquoi c'est inintéressant? Je vais jusqu'au bout de mon raisonnement. Eurobio, qui était, vous savez, spécialisé dans les tests Covid, dans les diagnostics, a décidé de sortir la cote à, je crois que c'était à 25,30, alors que le titre valait 18 €. Et dans le communiqué de sortie de cote, qu'est-ce qu'ils ont dit? En raison des coûts et des contraintes réglementaires trop chères et contraignantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de boîtes qui disent, attendez, moi, ma valorisation, elle est pourrie. Je dois payer les commissaires aux comptes, la communication financière, Euronext, les analyses financières. Et en plus dévoiler mes comptes. etc. Donc moi, je vais appeler un fonds et je préfère sortir de la cote. Donc moi, mon feeling, on a eu durant l'été, on a eu 3 boîtes qui sont sorties de la cote. Enfin, qui sont sorties, qui font l'objet d'un OPA. Lexibook, dans les produits électroniques, Berchem, dans la chimie du végétal, et donc Eurobio. Tout cela avec des primes très importante. Et qu'est-ce qui se passe dans ces 3 cas de figure? Vous avez le management qui s'associe à des fonds pour sortir de la cote. C'est-à-dire que c'est pas une boîte industrielle qui dit attendez, je vous rachète, cassez-vous. C'est le management qui a été voir un fonds en disant écoutez, Louis-Antoine, vous êtes patron du fonds Louis-Antoine Private Equity, venez nous aider à sortir de la cote, financez-nous, on sort de la cote et on va dans le privé. Donc il y a de plus en plus de cas comme ça. Et donc moi je dis que ça sert même plus à rien de regarder les indices, il faut regarder les boîtes qui pourraient faire l'objet d'OPA. Et comment on les distingue sans dévoiler vos secrets évidemment, Eric? Mais comment c'est les rencontres avec les dirigeants? Alors, c'est comme ça. Il y a les rencontres avec les dirigeants, il y a souvent l'âge du capitaine. Oui, il y a un cas de figure intéressant, c'est S2I. S2I, c'est une société dans l'ingénierie informatique. Le président a plus de 65 ans, il est du côté de Miami, il est plus tellement impliqué. Bon, ben, la vente s'est faite naturellement. On sentait sur les marchés, quand on connaît bien les marchés, qu'il allait se passer quelque chose. Et effectivement, il y a eu une OPA avec le management, enfin avec les dirigeants en place, parce que lui était le fondateur. Et donc, en fait, il faut rencontrer, moi, ma logique, et j'écris un bouquin là-dessus. J'espère que vous m'inviterez, les 13 erreurs à ne pas faire en bourse, qui sortira en fin d'année. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un chapitre qui est complètement consacré à la communication des entreprises. Et c'est vrai que dans le monde des small, si on n'en rencontre pas les sociétés, ça ne sert à rien de faire du stock picking, ça ne sert à rien parce que c'est trop compliqué. Ouais, l'intuitu personnel, c'est extrêmement important. Et puis il n'y a pas d'analyse financière, il n'y a pas d'études financières. Effectivement, il n'y a pas de sujet. Mais moi, ma grande logique en ce moment, c'est de jouer les OPA, toutes les sociétés qui pourraient faire l'objet d'OPA. Il y en a beaucoup. Il y a par exemple Kerus qui avait échoué à sortir de la cote. Et quand vous faites les ratios, par exemple, de Kerus, qui est dans la business intelligence par rapport à ceux de Micropole qui vient de faire l'objet d'un rachat, bah, l'action Kerus qui vaut 8, elle vaudrait plutôt 15. Dans le cas de pas mal de sociétés informatiques, du Obey, du Infotel, on peut se dire qu'à un moment ou un autre, il pourrait y avoir une velléité de sortie. Même chose sur Spartoo, spécialiste de la chaussure. Vous avez 10 millions de capi, 30 millions de fonds propres. Il y a un moment ou un autre où les dirigeants vont se dire bon, on n'en peut plus de cette valorisation. Ouais, il y a plein d'exemples quand vous fouillez un peu la cote, quand vous grattez, où vous vous dites il pourrait vraiment se passer quelque chose. Vous avez une lettre, quelque chose que vous pouvez envoyer à des abonnés qui pourraient... Écoutez, pour tout vous dire, je suis en intense réflexion pour continuer, et bien sûr à la télé sur BFM, sur Boursorama, et si vous m'invitez avec vous. Mais j'ai les réseaux sociaux et je réfléchis à remonter un business autour de l'aide confidentielle sur la bourse. Donc je suis en intense réflexion. Mais c'est vrai que c'est un cœur business qui est très intéressant parce que personne ne le suit. Et bien surtout, on a compris pourquoi est-ce que personne ne le suit. Surtout, c'est que il n'y a plus de liquidité. Il n'y a plus de liquidité. Les gérants, du coup, par la force des choses, vous connaissez quelques gérants spécialisés small cap en France. Ils sont inquiets tout autant que vous. Ou comment ils communiquent actuellement?
Non, ils sont inquiets dans la mesure où, évidemment, il y a moins de performance, il y a moins de flux, donc il y a moins de collecte, et qui dit moins de collecte, il y a moins de rémunération pour eux. C'est une étape qui est dure à passer. Mais il y a pas mal de sociétés de gestion qui cherchent à se vendre en ce moment. Maintenant, on va s'en sortir, quoi. Okay. J'ai vu qu'il y avait un assouplissement de la directive MiFID, j'ai dû dire ça dans les échos en diagonale. On se rend compte qu'il faudrait suivre peut-être un peu mieux les small limits, qu'il y ait peut-être un peu plus de recherche sponsorisée, même si la recherche sponsorisée, il y a beaucoup à dire, parce que quand vous payez un analyste pour vous suivre, forcément l'analyse ne va pas dire du mal de vous. Mais enfin, on essaye d'aller dans un sens pour que les small caps soient mieux reconnus, parce que, encore une fois, c'est de là que naissent les très belles histoires, quoi. Donc, faut pas du tout laisser de côté. Et puis, la grande problématique aussi, c'est qu'on a un appauvrissement de la cote, dans la mesure où il n'y a pas du tout d'IPO en ce moment, il n'y a pas d'introduction en bourse. Et sans introduction en bourse, c'est difficile de faire renaître ce vivier d'entreprise qui s'appauvrit année après année, puisqu'il y a de plus en plus de PA. Ok, très clair. Écoutez, merci beaucoup, Eric. Donc, on comprend qu'effectivement, investir dans l'univers des small caps, why not, mais toujours sous un angle extrêmement. Et surtout, je voudrais finir là-dessus. Et je le dis tout le temps sur Twitter, et c'est vraiment... J'ai un chapitre aussi dans mon bouquin. Ouais. Il ne faut absolument pas faire toutes les boîtes à OCAPSA. Toutes les boîtes où vous avez du financement extrêmement dilutif, qui valent 0,001, où on se dit... Tiens, converties pour ceux qui... voilà, vous avez beaucoup de sociétés qui sont dans une espèce de panade financière, qui ne peuvent plus lever des fonds, qui ne peuvent plus aller vers les banques, et qui passent par des systèmes financiers un peu complexes, où il y a une méga, je dis bien une méga dilution pour tous les actionnaires. Je me souviens d'Adomos, qui était... Adomos, regardez, Farnext a fait ça, ça a fini en liquidation judiciaire. Donc franchement, ce que je dis, c'est pas parce qu'une société vaut 0,00002 qu'elle a plus de chances de doubler qu'une société qui vaut 2 euros. C'est une connerie de penser ça. J'ai vu ce matin dans la presse qu'il y avait une liquidation judiciaire d'une boîte qui s'appelle Quantum Genomics, qui était une biotech. Qui était une très belle biotech. Donc fini, elle valait plus que 5 centimes, mais les gens continuent à spéculer là-dessus alors qu'on savait qu'il n'y a plus de trésorerie. Il faut faire super gaffe. J'ai l'exemple cette semaine, j'en ai parlé sur Twitter, de Medicis Pharma, qui est une biotech. Le titre est passé sans aucune raison de 70 centimes à 2 euros. Aucune raison, et maintenant ça a rebaissé à 80 centimes. Ouais, Quantum Genomics, qu'on connaît un peu, qui était venu chez nous, ils ont loupé leur phase. Ils ont loupé. Mais je critique pas le fait d'avoir loupé. Non, ce que je dis, c'est qu'il faut que les actionnaires, les petits actionnaires, arrêtent d'aller sur des dossiers pourris. La biotech, de toute façon, en général, c'est la biotech, c'est risqué, sauf peut-être Medincell, qui a des accords avec le laboratoire israélien Teva. Mais sinon, je pense qu'il faut surtout ne pas aller sur les boîtes qui valent 2-3 centimes, où on se dit on va doubler, où les chiffres sont mauvais, où il n'y a plus de fonds propres, où il y a de la trésorerie d'ici la fin de l'année, etc. Bref, il faut faire gaffe, quoi. C'est un métier. Moi, ce que je veux dire, c'est que les small caps, c'est un métier, quoi. C'est comme les gens qui bossent sur les dérivés, qui achètent des turbo-calls, les turbo-puts, de la protection. On ne fait pas ça comme ça, quoi. C'est un vrai métier. C'est un vrai métier, il faut être expert. Et ces experts écrivent des livres. Vous avez dit que très bientôt, avant la fin de l'année, sortira votre dernier livre. Les 13 erreurs à ne pas faire. Les 13 erreurs à ne pas faire sur les marchés financiers. Écoutez, oui, effectivement, à cette occasion, on sera ravis de vous retrouver, Eric, pour que vous écoutez. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aujourd'hui. À très bientôt. Je vous souhaite également une très bonne journée. Je vous dis tout à fait à très bientôt. Eric, on marque une dernière courte page de publicité et on se retrouve pour la suite et la fin de cette édition du 5 septembre. À tout de suite sur TV Finance.